Konnichiwa senpai, comme on dit sur internet lorsqu'on a les cheveux vert fluo. Bienvenue dans ce troisième épisode de la série Délivre-nous du mal et délivre-nous de tout mal, Seigneur, par pitié, puisque aujourd'hui nous allons parler de Lorsque j'étais une œuvre d'art par Eric Emmanuel Schmitt. Monsieur Eric Emmanuel Schmitt, de l'Académie Goncourt, s'il vous plaît, c'est donc une pointure. Alors ce livre, je l'ai lu il y a quelques années et je l'ai relu spécialement pour l'occasion parce que, d'une part, j'en avais gardé un très mauvais souvenir et de deux, parce que j'aime souffrir comme, vous le savez. Et j'ai pas non plus passé un excellent moment en le relisant, maintenant. Et j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais le thème de base est intéressant, mais c'est très mal exécuté dans la forme selon moi. Donc, on va rentrer, hein, dans les détails, hein, bien sûr. Donc pour résumer, très simplement, le livre, le héros, qui est aussi le narrateur, veut se suicider. Il veut se suicider parce qu'il vit dans l'ombre de ses frères, qui sont des superstars, mais quelqu'un l'en empêche, celui qu'il appelle son bienfaiteur, qui n'est autre qu'un célèbre artiste de la démesure, un peu le Jeff Koons dans notre univers à nous, si vous voulez. Et ce mec dit au héros, puisque tu veux mourir, eh bien fais-moi don de toi et laisse-moi te transformer en œuvre d'art, je vais te modifier et tu seras la toute première sculpture vivante au monde. Voilà. Donc ils organisent son enterrement de sa vie d'avant, il se fait maquiller pour que ses parents viennent le voir à la morgue et reconnaissent qu'il est mort, alors qu'en réalité il est juste drogué et endormi, voilà, mais pour que l'illusion soit parfaite. Puis un enterrement est même organisé où il y a ses frères célèbres qui viennent se montrer pour bien pleurer, etc. Et ses parents aussi, voilà. Et lui, il assiste d'ailleurs à son enterrement incognito, bien sûr. Et, et voilà. Donc au début, c'est cool, il aime bien être le centre de l'attention, et il finit par se rendre compte, en fait, que son bienfaiteur manipule l'opinion publique et organise des opérations médiatiques douteuses pour faire monter le cours de ses œuvres. Et donc, il ne veut plus être une œuvre d'art complètement modifiée et transfigurée parce que, dans le même temps, forcément, vous le sentez venir, il tombe amoureux d'une jeune fille qui passe outre l'apparence, voilà, et qu'il aime pour ce qu'il est vraiment. C'est bien parce que c'est un thème complètement, en fait, inédit, hein, quelque part. Donc c'est très cliché, très convenu, voilà, mais en fait, ça c'est un problème du livre, c'est que tous les personnages, finalement, sont comme ça. C'est-à-dire que ce ne sont que des archétypes, des caricatures assez grossières. Et donc vers la fin, bon, il est vendu à un milliardaire qui n'a que faire de l'art, il achète juste pour spéculer, pour placer son argent, puis ce milliardaire se suicide, donc le narrateur se retrouve vendu aux enchères et il finit par être propriété de l'État, où il est exposé dans un musée, voilà. Mais le conservateur du musée ne veut rien savoir, parce qu'une œuvre d'art, ça ne fait pas pipi ni caca, donc quand il essaye d'aller faire pipi ou d'aller faire caca, les gardiens du musée l'en empêchent parce que une œuvre d'art, c'est pas censé bouger, c'est censé rester à sa place pour se faire admirer, donc voilà. Vous voyez un petit peu le genre de considération philosophique auquel on a affaire dans ce livre. Donc un livre qui, selon Roger Bichelberger, je sais pas si je prononce bien son nom, peut-être que c'est à l'américaine, hein, Bichelberger, je sais pas, Roger en tout cas, Bichelberger, qui nous dit un chef-d'œuvre qui raconte précisément l'histoire d'un chef-d'œuvre raté. C'est original en diable, cruel comme la modernité, et éloquent comme une parabole. Oui. Alors voilà, et pour finir, eh bien, il y a un procès, hein, voilà, pour que le juge Alpha, donc c'est vraiment son nom, il s'appelle le juge Alpha, détermine si, oui ou non, l'artiste avait le droit de s'accaparer du corps d'un homme comme ça, et cet homme est-il libre ou bien appartient-il vraiment à l'État? Et la réponse, bien sûr, évidemment, c'est qu'il est libre, et à la fin, il retrouve la fille dont il est amoureux, et ils vécurent heureux, et ils eurent beaucoup d'enfants. J'ai l'air de dire ça de manière sarcastique, mais en fait, littéralement, c'est ça, ils vécurent heureux, et ils eurent beaucoup d'enfants, littéralement 10 enfants, voilà. Alors, tout ça, bon, pourquoi pas, après tout, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui me gênent dans cet ouvrage, et ça tombe bien, c'est une émission pour en parler, donc on va commencer tout de suite. Alors, pour commencer, ça c'est mineur, mais ça me fait tiquer, hein, j'ai du mal avec les noms choisis. Donc, j'ai déjà parlé du juge Alpha, tout à l'heure, et dans la même scène, il y a le commissaire Léviathan. Voilà.
Donc, bon, c'est toute une symbolique, voilà, juge Alpha, le commissaire Léviathan, pourquoi pas. On a aussi monsieur Durand-Durand. Et surtout, l'intégralité des personnages féminins mentionnés dans ce roman ont un nom qui se finit par le son A. Donc est-ce que Eric Emmanuel Schmitt est incapable de penser à un nom féminin qui ne se termine pas par A, ou est-ce que c'est une sorte de blague ou peut-être de fétichisme à peine dissimulé? Finalement, je ne sais pas. Mais là, on a quand même Fiona, Melinda, Donatella, Medea, Barbara, Sarah, Rosa, Lisabetta, Isabella, Estrella, Pinta, Ekaetera. Alors, Ekaetera, c'est pas le nom d'une femme dans le livre, hein, c'est juste, je dis ça parce que, enfin... Mais le pompon revient au nom du bienfaiteur en lui-même. Ça se passe page 21. Alors, voilà, je vous lis l'extrait, on va dire le passage, page 21-22. Bon, parce que j'ai toujours pas ouvert le livre, hein, finalement. Donc c'est parti. Il faut bien un début à tout. Donc, il remplit ma coupe de champagne et me montra toutes ces pierres précieuses. Oui, parce qu'en fait, il a des pierres précieuses dans la bouche. Donc en fait, quand il dit ça, ça veut dire qu'il sourit. À votre santé, je suis charmé par notre rencontre. Elle répond à mes attentes encore plus que je ne l'imaginais. Trinquons. Je laissai son verre heurter le mien, car je commençais à être si éméché que j'aurais raté la cible. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas reconnu, me dit-il d'un air agacé. Je me trompe? Pourquoi? J'aurais dû. Êtes-vous célèbre? Je suis Zeus Peter Lama. Zeus Peter Lama. Sérieusement, voilà. Donc si le projet là c'est de s'affranchir de toute contrainte patronymique, autant y aller pour de bon et s'exprimer à fond, enfin laisser la créativité faire son travail, voilà. C'est-à-dire que pourquoi pas, je sais pas, Tournesol Staline 2048 BG33, je ne sais pas. Bon, en fait c'est juste pour insinuer qu'il se prend pour un dieu et aussi pour placer quelques jeux de mots qu'on ne voit pas, mais alors on ne voit pas, mais pas du tout venir. Je suis sûr que chez vous, vous avez déjà deviné quel jeu de mots peut-on faire avec Zeus et une personne qui se met en colère. Réponse, page 87. Attention, vous allez voir. Attention, oulala, quel suspense, mais quel suspense! Le visage vite orageux de Zeus s'assombrit, ses pupilles lançaient des éclats noirs. Oui, parce qu'en fait, je vous explique, il s'appelle Zeus. Zeus, la foudre. Wow! Mais surtout, on a vraiment l'impression en fait que l'histoire est sur des rails et que personne dans l'univers qui nous est présenté ne réfléchit un tant soit peu. Donc là, on arrive vraiment dans le cœur du problème. Jusqu'à maintenant, je chipotais, mais là c'est relou. L'auteur nous présente les problématiques qu'il souhaite aborder de manière très artificielle, d'une part, et uniquement quand ça l'arrange pour son récit, d'autre part. Alors, que dans la vraie vie, en fait, les problématiques là qui sont rencontrées, ça devrait être réglé déjà bien avant, en fait. Alors un exemple très concret pour illustrer mon propos, ça se passe page 130. Alors pour situer le narrateur qui a été renommé Adambis, voilà, donc le narrateur c'est Adambis, donc par Zeus Peter Lama, participe à sa première conférence de presse au Japon. Donc ça fait plusieurs semaines déjà qu'Adambis est célèbre, qu'on parle de lui tous les jours dans la presse, et que c'est une star mondiale. Donc voilà, du coup ça donne ça, alors on va lire la page 130. Voilà, donc là il donne sa conférence de presse, et là, donc le bienfaiteur, donc Zeus Peter Lama dit « Sans moi, l'humanité ne serait pas ce qu'elle est. » Soudain, une femme jaillit du public et interrompit l'émission. « N'avez-vous pas honte ?» hurla-t-elle en apostrophant Zeus Peter Lama. « Madame, qui êtes-vous » demanda l'animateur. « Je suis Medea Memphis. » Alors bon, déjà Medea Memphis, voilà, il faut que... Bon, déjà, ça se termine par un A, et puis en plus, il faut que, du coup, l'initiale de son prénom soit la même initiale que son nom, parce que c'est cool. Medea Memphis. Je suis Medea Memphis, de l'Association pour la dignité humaine. Alors déjà, ça aussi, excusez-moi, mais ça, c'est vraiment un nom complètement pété, quoi. L'Association pour la dignité humaine, genre, on peut pas faire plus générique comme nom, quoi. Et genre, encore, vous voyez, des choses comme... une organisation comme Médecins sans frontières, vous voyez, Médecins sans frontières, c'est cool, ils font fi des frontières pour aller soigner des gens, peu importe où dans le monde, ils sont sans frontières. Mais association des médecins, non, c'est nul. Association des médecins, c'est nul. Bon. Bref. Je suis Medea Memphis de l'Association pour la dignité humaine, et je suis écœuré en voyant ce que vous avez osé infliger à ce pauvre garçon.
Si vous n'aimez pas l'art, passez votre chemin, lui criai-je. Mon garçon, il vous a défiguré. Je l'ai voulu. Je vous dis que je l'ai voulu. D'ailleurs, il y a 3 sortes d'art. L'art figuratif, l'art non figuratif et l'art défiguratif. Bré bré. Celui-ci, Zeus Peter Lama, mon créateur, l'a inventé avec moi. Il vient de vous l'exposer. Comment pouvez-vous supporter d'être traité comme un dessin, une empreinte? Je veux bien être une trace, si c'est une trace de génie. Des voyants rouges s'allumèrent. Le public m'applaudit. Cela n'arrêtait pas, mesdames Memphis. On vous a ravalé au rang de produit. La Joconde reçoit sans doute plus de soins que vos enfants n'en ont reçu, madame. Je ne vous permets pas. Moi non plus, je suis très heureux comme ça. Foutez-moi la paix et retournez à vos casseroles. Blé. Zeus Peter Lama s'interposa entre la femme et moi. Madame Médéa Memphis, dont je respecte le travail militant, a raison d'élever le débat et de le mettre à sa vraie place. Adam bis est-il heureux d'être un objet? Oui, bramai-je. Y a-t-il meilleure condition en notre monde que celle d'un objet, surtout d'un objet d'art? Non, bramai-je encore. Vous voyez, madame, c'est la philosophie que sous-tend ma création que vous refusez, une conception du monde. Je lutte pour un monde où les enfants sont libres, dit-elle. Non, vous luttez pour un monde où les enfants se suicident, lui lançai-je. Sur un cri déchirant, la femme s'effondra en larmes sur le plateau. Zeus Peter Lama et le présentateur s'accroupirent, l'entourèrent de leurs bras, lui manifestant soudain beaucoup de compassion. Puis le présentateur expliqua à la caméra et aux spectateurs que Médéa Memphis était une femme brisée, car l'un de ses fils avait mis fin à ses jours quelques années auparavant, qu'il regrettait cet incident, que c'était les avantages, non, pardon, les inconvénients du direct, et il envoya une page de pub. Bon. Alors déjà, bon, l'animateur qui ne sait pas qui c'est, puis qui explique que la pauvre femme a perdu un fils 30 secondes après, passons. Mais surtout, comme le fait remarquer Zeus Peter Lama, c'est qu'il faut attendre finalement plus d'1 mois pour que quelqu'un de l'association pour la dignité humaine vienne élever le débat. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y aurait pas eu cette association pour la dignité humaine, personne n'aurait pensé à venir élever le débat, en fait. Et en plus de ça, le narrateur apprend plus tard que cette femme-là, Médéa Memphis et Zeus Peter Lama, c'est chiant en plus à dire Zeus Peter Lama, ils étaient de mèche et que c'était juste en fait pour créer la polémique. Donc ça veut dire qu'en fait, dans cet univers là qui nous est présenté par Eric Emmanuel Schmitt, de l'Académie Goncourt, je précise, si ils ne sont pas là pour créer la polémique, personne ne va dire mais attendez, quid de l'indisponibilité du corps humain. Ce garçon ne se ferait-il pas manipuler? Est-ce éthique? Non. Non. Tout le monde s'en bat les couilles, en fait. Personne ne vient élever le débat, et puis ça se fait comme ça, voilà. Ou bien, Eric Emmanuel Schmitt nous présente tranquillement ces thèmes sans trop se casser la tête, voilà, genre bon bah là maintenant on va aborder telle question, ensuite on va aborder telle question, ensuite on va aborder telle question, et puis ça se fait comme ça, sans la moindre finalement problématique, c'est pof pof pof, et puis tout va bien. C'est un petit peu facile. Et ça m'a un peu frustré dans ma lecture, finalement. Bon, et au-delà de ça, il y a la rencontre dont je parlais précédemment, donc sa rencontre amoureuse. Donc un jour qu'il est dans la résidence de Zeus, Peter Lama, il s'enfuit sur la plage pour être seul, donc avec au passage une facilité déconcertante. C'en est un petit peu même... bon. On va lire la page 111, vous allez comprendre. Hop, page 111, je l'avais, hop, elle est là. Je me ruais vers le jardin, dans un besoin sauvage d'évasion, de solitude immédiate absolue. Je longeais les murs. Si je ne pouvais pas fuir, je devais au moins m'autoriser une escapade. À force de tâtonner derrière les buissons, je finis par trouver une porte condamnée par des verrous. Je les fis sauter, franchis le seuil et me retrouvai libre sur une route déserte. Donc finalement, il y a une porte condamnée par des verrous, et bah hop, je l'ai fait sauter, pas de problème. C'est-à-dire que, en fait, littéralement, tous les problèmes du monde peuvent être résolus comme ça, finalement. Ah, la police cherche un fugitif, elle trouve le fugitif et elle le ramène en prison. Ah, un prisonnier essaye de s'évader, le prisonnier fait sauter les verrous et s'évade. Bon, alors je sais que c'est pas le propos là, mais bon, quitte à écrire un truc comme ça, autant ne rien écrire et puis faire comme si c'était normal, quoi, parce que là, franchement, bon. Mais je chipote, c'est un détail, je chipote. Parce que ce qui est important, c'est ce qui se passe juste après. Sur la plage, donc,
il voit un vieux monsieur peindre des tableaux magnifiques, mais vraiment des tableaux magnifiques, et accompagné de sa fille pour l'épauler. Alors Adambis, évidemment, il tombe amoureux de Fiona, elle s'appelle Fiona, et se lie d'amitié avec le père en même temps, qui s'appelle Hannibal. Et immédiatement, ça devient un rendez-vous quotidien. Les trois se retrouvent chaque soir sur la plage, parce que voilà, il a fait sauter les verrous, donc il peut aller et venir comme il veut. Et aucun commentaire n'est fait sur le physique du narrateur, parce qu'en fait, du coup, il est complètement transfiguré de partout. C'est-à-dire que de la tête aux pieds, Zeus Peter Lama l'a transformé. Voilà. Et donc aucun commentaire n'est fait sur le physique du narrateur, parce que voyez-vous, ces gens-là voient la vraie beauté. D'ailleurs, ils ne le complimentent que sur sa voix et sur ses yeux, les deux seules choses que Zeus Peter Lama n'a pas pu modifier. Donc, au-delà du fait qu'on voit venir là le thème de genre, il y a l'art moderne, voilà, méchant, et le vrai art finalement, vous voyez, la vraie sincérité, etc. Voilà. Un jour, Hannibal, donc c'est le père là donc, le vieux monsieur, offre son portrait à Adambis. Mais pas un portrait tel qu'il est maintenant défiguré par Zeus Peter Lama. Enfin défiguré, transformé en œuvre d'art par Zeus Peter Lama. Non, non. Un portrait qui ressemble au narrateur exactement tel qu'il était avant d'être transformé en œuvre d'art. Et oui, personne ne l'avait vu venir, c'est complètement dingue. Et il faut bien reconnaître, en fait, que les tableaux d'Hannibal sont magnifiques, hein, alors qu'en fait, eh bien, on apprend plus tard dans le livre qu'il est aveugle. Incroyable. Mais alors comment ces tableaux peuvent-ils être aussi beaux si la personne qui les peint est lui-même aveugle? Eh bien c'est parce qu'il peint non pas avec les yeux, mais avec le cœur. Pardi. Mais en fait voilà, tout ça, c'est à opposer à l'art moderne. C'est un thème assez important dans le livre, ça, c'est-à-dire la dualité entre art traditionnel en fait et art moderne. Indépendamment de ce qu'on pense de l'art moderne, et d'ailleurs moi le premier je suis assez critique là-dessus avec toutes ces dérives, etc. En fait c'est ici exposé de manière très grossière et évidemment très caricaturale. Donc on en a un assez long passage quand ils sont à l'exposition de Tokyo dont je parlais plus tôt, donc on va regarder ensemble rapidement quelques passages, donc ça commence page 125. Donc là, vous voyez, My Body is a Brush, donc des artistes nus couverts de peinture se jettent ou se roulent sur des surfaces vierges. Dès qu'ils ont fini de se frotter aux toiles, le public peut les acheter. J.K.O., le peintre par K.O., un homme tout en muscles, qui prend son élan du fond de la salle pour s'écraser à toute vitesse sur un panneau accroché au mur. Voilà, les brancardiers le ramassent, ils le réaniment, ils réalisent une œuvre toutes les 3 heures. Et puis Sarah et Belzébuth Kamasutra, voilà, évidemment. Sarah et Belzébuth Kamasutra, qui copulent, enduits d'acrylique devant tout le monde, et puis qui déposent sur les toiles les positions érotiques. Voilà. Art et philosophie, Diogène, voilà, bon alors là, voilà, la limite patronymique, là, est complètement dépassée, puisque Diogène KBZ23, un Allemand, vit à 4 pattes dans sa niche. Une femme enceinte montre son ventre en criant toutes les 37 secondes. Dans quel monde vivra-t-il? Voilà, toi, toutes les 37 secondes, évidemment, il faut que ce soit, tu vois, ça peut pas être toutes les minutes, 30 secondes, non, non, il faut que ce soit absurde. Donc c'est l'art moderne, c'est absurde, donc voilà, c'est ça. Donc finalement, c'est une succession de clichés sur ce que peut être l'art contemporain et ses dérives. Alors on a même, voilà, vous voyez, Rolanda, The Metamorphic Body. Donc la pièce est consacrée à Rolanda, donc c'est une artiste qui se métamorphose à chaque fois, donc la Rolanda grecque, la Rolanda inca, la Rolanda mésopotamienne, Marilyn, expressionniste, cubiste, etc. Voilà, bon, donc, voilà, c'est très caricatural. Et bon, il y a assurément peut-être une part de vérité dans cette critique, mais là on sombre vraiment dans les clichés finalement de ce que peut être l'art moderne. Alors que bon, bah, évidemment, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Bon, on comprend en fait, mais bon, ça sert évidemment à l'opposer à ce que l'auteur considère comme le vrai art, c'est-à-dire l'art traditionnel, donc les tableaux d'Hannibal qui peint avec le cœur, parce que voilà, il est aveugle, mais ça l'empêche pas de faire des tableaux, parce que l'invisible
L'important est invisible, c'est ce qui ne se voit pas qui est important. Voilà. Des thèmes comme ça. Donc voilà, donc c'est renforcé cette dualité par le fait que Hannibal, donc le peintre qui peint avec le cœur, et Zeus Peter Lama, l'artiste moderne dégénéré qui a des rubis et des saphirs incrustés dans les gencives, se connaissent, et ce sont deux ennemis dont la vision de ce qu'est l'art diffère complètement. Voilà. Donc, pour donner un exemple là, concret de l'art d'Hannibal, on l'a page 116-117, vous voyez, je ressentais une émotion longue, bouleversante, violente, entre la stupeur et l'émerveillement. Le cadre dans lequel l'espace devient un tableau, une goutte dans un océan, une goutte lucide qui se rend compte qu'elle existe et que par elle l'océan existe. Voilà, on a des thèmes comme ça, vous voyez. Donc c'est tout ce que la peinture d'Hannibal lui fait ressentir, vous voyez. Voilà. Qu'en penses-tu, mon petit Adam? Ah, j'ai passé le plus beau jour de ma vie. Et je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez peindre l'invisible. Cela seul mérite qu'on s'y attarde. L'invisible et l'infini. Pourquoi peindre des objets qui ont un contour? Bon, voilà. L'art de Zeus, en revanche, lui, va tomber dans l'oubli après sa mort. Parce qu'en fait, les gens, quand Zeus, en fait, il y a un épilogue à la fin, quand Zeus meurt, les gens, mystérieusement, ils se rendent compte en fait que ce qu'il faisait c'était de la merde, concrètement. Et son empire s'écroule comme ça d'un coup. Ah, il est mort, en fait c'est de la merde, donc hop, il tombe dans l'oubli. Il tombe dans l'oubli, son œuvre ne lui survit pas. Par contre, quand Hannibal meurt, évidemment, là on est sur le mythe de l'artiste incompris qui est révélé après sa mort, et donc du coup ça explose et ça devient un peintre mondialement connu à titre posthume, et ses tableaux sont étudiés dans toutes les universités de Tombouctou jusqu'à New York. Aucun problème. Sa renommée posthume dépasse les confins de la galaxie, voire peut-être même de l'univers observable, on n'en est plus très loin. Une morale comme ça, ça me rappelle en fait un des derniers albums d'Astérix, Le ciel lui tombe sur la tête, hein, vous voyez, où on a la gentille BD franco-belge face aux méchants mangas et aux comiques américains. Il n'y a aucune subtilité, en fait, il n'y a aucune finesse, il n'y a aucun deuxième niveau de lecture. Tout arrive d'un bloc, sans détour, voilà, c'est très téléphoné, quoi, finalement. Et puis donc à la fin, on retrouve le fameux juge alpha, qui doit juger de si oui ou non, à la fin, Adam Bis est un objet ou un être humain. Alors Rolanda, l'artiste transformiste de l'exposition de Pékin, là, intervient elle-même en sa faveur, page 234-235. Donc ça, c'est un petit détail, mais ça m'énerve aussi, voilà. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui parle de manière très caricaturale, encore une fois, donc... alors ça commence juste avant, pardon. Rolanda, merci de nous accorder l'honneur de cette visite, dit Maître Calvino, avec mainte courtoisie obséquieuse. Maître courbette obséquieuse, pardon. Pouvez-vous expliquer à la cour pourquoi vous intervenez en faveur d'Adam? Parce que très fatigant. C'est-à-dire très fatigant être Rolanda, surtout Rolanda Taurine, corne gênée, cloche lourde, Rolanda expressionniste, très fatigant aussi, cette opération, peau très tirée. Et qui, moi je sais pas pourquoi je lui fais un accent comme ça, ne me demandez pas. Plus fermé yeux nuit, obligé à alimenter avec paille, manger soupe, que soupe, perdre dents, très très fatigant, être œuvre d'art. Voilà, donc finalement elle parle sans aucune connaissance, même élémentaire, de la grammaire française, ce qui ne l'empêche pas finalement de connaître finalement des mots comme amant trop conventionnel, ou pourquoi pas Rolanda plusieurs objets, donc pas objet, Rolanda fil d'Ariane de métamorphose. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de faire une phrase sujet-verbe-complément, par contre, pas de souci, elle est capable de te sortir l'expression qu'elle est un fil d'Ariane de métamorphose. C'est un petit peu chiant, quoi, en fait. Mais bon, je chipote. Mais j'en parle juste parce que, bon, c'est des petites accumulations de détails, hein, finalement, voilà, qui font que c'est pas crédible pour un sou, quoi, voilà. Mais bon, passons. Zeus défend férocement le fait que Adam Bis est une œuvre et donc un objet, c'est sa création, hein, voilà. Hein. Et il semble même sur le point de gagner. Le juge alpha va décider que, oui, c'est l'objet, donc c'est bien la propriété de l'État, pas de problème, un être humain est la propriété de l'État. Bon. Et finalement, alors là, Deus ex machina, mais là vous allez être sidéré. Alors là, attention, là, rien ne vous prépare à ce qui va se passer à la fin du livre. Si vous regardez cette vidéo debout, je vous conseille de vous asseoir parce que vos jambes vont fléchir, c'est sûr. En fait, il y a une pause là dans le procès. Et quand l'audience reprend, brusquement,
Heu Zeus, Peter Lama, prétend, soudainement, comme ça, il change d'avis, il dit que Adambi, c'est une vulgaire contrefaçon. Alors le juge décide que, puisque c'est une contrefaçon, eh bien, il est libre. Voilà, donc vous aussi, vous voyez pas trop le rapport, mais c'est parce qu'en fait, il y en a pas, hein. Et alors donc, voilà, la question, pourquoi Zeus Peter Lama change soudainement d'avis, hein? Eh bien, en fait, pendant la pause, Fiona, donc la fille d'Hannibal dont le narrateur est amoureux, je le rappelle, hein, enfin, ils sont amoureux réciproquement, hein, donc ils sont en couple en fait, hein. Eh bien, c'est parce que Fiona l'a fait chanter pendant la pause du procès. Et en fait, elle a découvert que Zeus a tué son chauffeur privé pour qu'il y ait vraiment un corps dans le cercueil le jour de l'enterrement simulé de l'ancienne vie d'Adam. Et voilà, bah c'est tout, en fait. Voilà. Elle a découvert que le chauffeur n'était pas parti en vacances comme Zeus Peter Lama avait prétendu, mais qu'au contraire, il avait disparu. Et Zeus, Peter Lama, le milliardaire qui fait tout ce qu'il veut, parce qu'il a tellement de thunes qu'en fait, il peut acheter n'importe quoi, il fait tout ce qu'il veut, il est multimilliardaire, voilà. Face à une insinuation sans preuve de la part de Fiona, et ben en fait, voilà, ça suffit, il commence à déglutir, à se faire dessus, il a des sueurs froides et il coopère pour rendre sa liberté à Adam. C'est plié en 3 pages maximum. Donc bon, à ce niveau-là, c'est juste affligeant. On dirait que l'auteur s'est rendu compte, en fait, que, il était déjà à 230 pages et puis, que, il s'est dit: «Merde, je dois conclure parce qu'en fait, faut que je passe au bouquin suivant là, abracadabra, en fait, Zeus, c'est un meurtrier, voilà donc il accepte de, libérer Adam, voilà, ça fait, 5,60 € s'il vous plaît». Donc, pour conclure, eh bien, je dirais sobrement que malgré les critiques positives qui, encensent le livre, hein, on peut être sûr qu'avec Schmitt, on sera surpris. Il a sa place au musée des inventeurs. Alors effectivement, on est surpris, mais est-ce qu'il a sa place au musée des inventeurs? Ça, je ne sais pas. Un conte moral aussi dérangeant que divertissant, ouais, dérangeant, ça m'a c'est plutôt de le lire, ouais, qui m'a dérangé, mais c'est pas tant le contenu. Finalement, ce n'est qu'une critique, très superficielle et caricaturale d'un sujet maintes fois abordé sous un angle pourtant original, en fait. Et c'est dommage parce que ça fait qu'enfoncer des portes ouvertes, finalement. Ça sonne creux, on retire rien de ce livre, si ce n'est que, la vraie beauté, c'est celle qu'on voit grâce à notre cœur et non pas grâce à nos yeux. Mais en ce qui me concerne, je suis presque sûr d'avoir intégré cette morale grâce à un épisode de Midi les Zouzous sur France 5, il y a des années de ça. Donc ça tombe un peu à plat, en fait, finalement, comme message, profond, du livre, quoi. Et sur ce thème de l'art, je peux que recommander un ouvrage qui figure parmi les classiques de la littérature. Alors dans un style, un peu différent, hein, bien sûr, quand même. Les propos sont pas trop les mêmes, mais il y a quand même une histoire, il y a quand même des histoires d'amour, il y a une morale qui est quand même beaucoup plus développée. Et d'ailleurs, ce serait un livre qui serait digne de figurer dans Notre pain de ce jour, là, pour le coup. Il s'agit évidemment du Portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. Et pour finir, j'ajoute que je voulais, développer d'autres choses au sujet, un peu du livre, mais surtout de l'auteur. Mais, comme vous le savez, j'aime souffrir, et donc il y aura un deuxième épisode de Délivre-nous du mal, consacré à un ouvrage d'Éric Emmanuel Schmitt. Mais d'ici à ce que cette vidéo sorte, par pitié Seigneur, par pitié, je t'en supplie, délivre-nous du mal. Amen.